Alors, c'est un sujet. En fait, il y a plusieurs parties dans le cours, parce qu'il va y avoir transposition des gros vaisseaux, avec un certain nombre de, je dirais, de généralités sur la transposition des gros vaisseaux. Sur certaines, je vais aller assez vite, parce qu'on les a déjà vues, ou vous les avez vues dans les cours de physiologie, par exemple. Et puis, ensuite, je parlerai des malpositions vasculaires, plus généralement, et surtout des ventricules droits à double issue, puis je terminerai brièvement par la transposition des gros vaisseaux anatomiquement corrigés. Et on ne parlera pas aujourd'hui de la double discordance, qui normalement ne fait pas partie de ce cours-là, mais qui pourrait être assimilée. Donc, si on parle de malposition vasculaire, ce n'est pas un terme admis par les anglo-saxons, hein, malposition vasculaire, parce que en plus, ce n'est pas joli, malposition. Ça va impliquer plusieurs types de malformations. La transposition des gros vaisseaux, ça va être une grosse partie du sujet du jour. Le ventricule droit à double issue, qui est un sujet très important en cardiologie pédiatrique, mais difficile. Le ventricule gauche à double issue, je ne pense pas que j'en parlerai aujourd'hui. Et puis là, on verra si on a le temps de vous montrer une ou deux images de transposition ou malposition anatomiquement corrigée, qui n'a rien à voir avec la double discordance. Donc, on commence par la transposition des gros vaisseaux. Ça, c'est l'image qu'il y a dans tous les livres. Normalement, les gros vaisseaux de la base se croisent. L'aorte est en bas, en arrière et collée contre la valve mitrale. Et l'artère pulmonaire est en haut, en avant et détachée de la valve tricuspide en discontinuité au-dessus d'un infundibulum. Dans la transposition des gros vaisseaux, c'est l'inverse. On voit tout de suite que l'illustrateur n'a pas eu de bons conseils parce que, effectivement, la valve pulmonaire est descendue au contact de la valve mitrale et la valve aortique, et il l'a aussi dessinée proche de la valve tricuspide, alors qu'elle devrait être au-dessus d'un conus sous-aortique. Et ce qui est important, c'est la course parallèle des deux vaisseaux avec la discordance ventriculo-artérielle que vous avez tous comprise. Bon, brièvement l'anatomie. Je pense que Lucie Louyel vous a montré beaucoup de transposition des gros vaisseaux. Donc, les deux vaisseaux ont une course parallèle. L'aorte, ici, l'artère pulmonaire en arrière. Comme je le disais, ce qui était faux sur le dessin précédent, il y a un conus sous-aortique dans la plupart des cas, alors qu'il y a une continuité mitro-pulmonaire. Dans la grande majorité des cas, mais on verra que ce n'est pas toujours vrai, l'aorte étant en avant et à droite, donc en détransposition par rapport à l'artère pulmonaire. Et si on fait une analyse segmentaire, on est le plus souvent en situs solitus, boucle droite et détranspo, plus rarement en ILL, c'est-à-dire le mirror image, et plus rarement on a des L-transpositions en situs solitus des loupes, qui arrivent et qui peuvent être piégeantes, en particulier pour l'échographie avec l'image miroir en ILD. Ah ouais, non, ça c'est quelqu'un qui est un peu en retard pour la question, mais je répondrai après. Donc voilà à nouveau une transposition des gros vaisseaux, et c'est pour vous dire qu'il y a des variations qui de temps en temps peuvent vous perturber, mais ce n'est pas grave, c'est pour montrer qu'il y a les règles ne sont pas toujours absolues. Et là, c'est une pièce de Lucie Louyel, bien sûr, et du musée du M3C. Il y a une transposition des gros vaisseaux. L'aorte est en haut et à droite. L'artère pulmonaire est ici en bas et à gauche, avec une discordance ventriculo-artérielle, la course parallèle. On voit bien ici donc la valve sigmoïde aortique, et puis ici, il y a une communication interventriculaire, mais surtout, il y a la tricuspide. Et il y a ici, l'astérix montre le conus sous-aortique. Et bien, vous voyez qu'il y a la mitrale, avec ici un pilier mitral, la valve sigmoïde pulmonaire, et il y a également un conus musculaire sous-pulmonaire. Ce n'est pas très choquant dans la transposition des gros vaisseaux, donc il n'y a pas toujours une continuité mitro-pulmonaire, comme je l'ai indiqué dans la définition précédente. Voilà à nouveau ici le double conus, c'est pour montrer que cet exemple existe encore avec le conus sous-aortique que vous pouvez observer ici, avec la sigmoïde qu'on voit là, et puis ici le conus sous-pulmonaire. Bon, ça, je vais sauter cette image.
Une image anatomique importante qu'on rediscutera brièvement tout à l'heure quand on dira ce qu'il faut faire chez les nouveau-nés, c'est la juxtaposition gauche des auricules, qu'on va pouvoir voir dans la transfusion, mais aussi dans ces autres malpositions vasculaires. Vous voyez ici que l'auricule droite, donc qui a une forme triangulaire, ou en tout cas grossièrement triangulaire, est située du même côté, c'est-à-dire du côté gauche, que l'auricule gauche avec sa forme en doigt de gant. Normalement, l'auricule droite devrait être ici et de l'autre côté, et on verra que ceci peut poser un problème pour la manœuvre de Rashkind, en particulier pour la manœuvre de Rashkind sous scopie, mais aussi sous écho, quand on ignore cette variation anatomique dans la transposition du gros vaisseau. Dernier sujet, et là aussi, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur les classifications, vous les lirez dans les livres, il y a des pratiques différentes en fonction des institutions. Dans mon service, on utilise la classification de Yacoub et Radley Smith pour les artères coronaires dans la transposition des gros vaisseaux, qu'on divise en A, B, C, D, E, avec, en fonction du nombre d'ostia coronaires, de la distribution entre les deux vaisseaux, ou circumaortique et pulmonaire, des artères coronaires. Et ceci va être important puisque une des principales complications du switch artériel, c'est justement l'étirement, la compression ou l'occlusion des artères coronaires en post-opératoire. Qu'est-ce qui cause la transposition des gros vaisseaux? Là aussi, vous avez certainement eu déjà des informations en embryologie et en génétique. Je vous rappelle qu'il a été montré par un groupe de Margaret Buckingham il y a maintenant bien longtemps que l'aorte et l'artère pulmonaire tournaient l'une autour de l'autre, pas spontanément, mais parce qu'il y avait un mécanisme de rotation myocardique à leur base qui avait positionné correctement l'artère pulmonaire au-dessus du ventricule droit et de son infundibulum, et que quand on invalidait un certain nombre de gènes de latéralité, ici PITX2C, eh bien, on aboutissait non plus à un croisement des gros vaisseaux, mais à une septation normale avec des vaisseaux qui étaient parallèles, ce qui a fait dire, et ce qui a été confirmé par la suite, que la transposition des gros vaisseaux était un défaut segmentaire de latéralité limité à la concordance ventriculo-artérielle. Ceci a été prouvé génétiquement dans un certain nombre de familles. Donc, ce sujet étant dit, la chose qui est importante sur le plan génétique, mais je l'ai déjà dit dans un cours précédent, c'est que faire un karyotype en cas de diagnostic prénatal de transposition des gros vaisseaux, qu'elle soit simple ou complexe, n'a pas d'intérêt, puisque l'association avec des anomalies chromosomiques en l'absence d'anomalies extracardiaques, c'est zéro. Donc, si on passe maintenant au diagnostic prénatal, là aussi c'est un sujet important. Je vous rappelle brièvement, parce que je ne me souviens pas si vous avez eu le cours sur le prénatal. Le système français, c'est 3 échographies systématiques. Une première pour le terme, le nombre de fœtus, l'hyperclarté nucale. Une seconde pour la morphologie avec les examens obligatoires pour le cœur, selon les recommandations du comité d'échographie fœtale, avec donc la 4 cavités, l'enroulement de la voie droite autour de l'aorte, la coupe des 3 vaisseaux ou l'image des voies d'éjection, et puis 32-34 semaines pour un nouveau malformation et croissance. Et s'il y a une anomalie, on passe au niveau 2, et si l'anomalie est confirmée, eh bien, on fait faire une échographie d'expert, et c'est cet expert qui va donner toute l'information pronostique. Ce qui a fait que le diagnostic prénatal a été boosté, on va dire, à la fin des années 90, c'est surtout la démonstration que le diagnostic prénatal de la transposition des gros vaisseaux, et ce dans beaucoup de pays dans le monde, aboutit à une réduction de la mortalité et de la morbidité. La mortalité préhospitalière de la transposition des gros vaisseaux en l'absence de diagnostic prénatal, c'est 4 à 6% morts dans les pays développés, et la mortalité chirurgicale 1 à 2%. Et quand on fait un diagnostic prénatal, en tout cas dans les papiers initiaux, la mortalité était zéro, mais je vous montrerai un peu plus tard que c'est peut-être pas tout à fait vrai. En tout cas, elle reste considérablement réduite par rapport à la mortalité en l'absence de diagnostic prénatal. Qu'est-ce qu'on va voir sur l'échographie? Là aussi, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez parfaitement ces images. Ici d'échographie fœtale, où on va voir à partir de la 4 cavités qui, si vous regardez bien, donc on voit ici donc le situs solitus, donc avec l'aorte, la pointe du cœur qui sont à gauche, on avait vu l'estomac tout à l'heure, et si on repasse, on va attendre quelques secondes, voilà la 4 cavités est normale, ici le foramen ovale, et on va voir que quand on bascule d'un seul coup vers les vaisseaux, eh bien on a cette course parallèle des deux vaisseaux avec l'aorte qui naît du ventricule droit et l'artère pulmonaire du ventricule gauche. Si je vous mets l'image d'à côté, je vous montre à nouveau ici cette coupe de cavité qui est strictement normale. Et donc, un des progrès
qui a été fait à la fin des années 90 du siècle dernier, c'était de dire que la coupe de cavité ne suffisait pas à diagnostiquer des malformations qui menaçaient la vie, qu'il fallait inclure une vue des vaisseaux. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et donc, ici, on voit les voies d'éjection. Donc, ici, à gauche, le ventricule gauche et un vaisseau qui se bifurque précocement. Et donc, c'est donc l'artère pulmonaire. Et puis, ici, à droite, on voit, en regardant le ventricule droit, que le ventricule droit donne un vaisseau qui décrit une crosse qui va donner des vaisseaux à destinée encéphalique et qui est donc l'aorte. Donc, on a fait le diagnostic de discordance ventriculo-artérielle et donc de transposition des gros vaisseaux. Il y a des formes simples, et on appelle transpose simple des formes sans communication interventriculaire ou aucune autre malformation associée que la discordance ventriculo-artérielle. On voit très bien ici qu'on peut voir des communications interventriculaires avec donc ici un shunt qui a l'air de se faire alternativement gauche-droite et droite-gauche. Bien sûr, après la naissance, il va être du ventricule droit vers l'artère pulmonaire, puisque c'est le régime des résistances qui va le donner. On peut faire le diagnostic de transposition des gros vaisseaux plus complexe, ici avec une communication interventriculaire, un aspect ici un petit peu épaissi du septum conal, et vous voyez que ce septum conal est basculé en arrière vers, sous l'artère pulmonaire, donc ça va donner une transposition des gros vaisseaux avec CIV et sténose pulmonaire, comme représenté sur le schéma. Et puis ici, c'est le miroir, avec ici le ventricule gauche, le ventricule droit, l'artère pulmonaire qui se bifurque, qui est à cheval au-dessus d'une communication interventriculaire, et une aorte qui est plus petite que l'artère pulmonaire. Ça va donner, avec un déplacement antérieur du septum conal, qui va donner une transposition des gros vaisseaux avec CIV et coarctation de l'aorte. Le raisonnement physiologique, c'est toujours le même, c'est comme dans un cœur normal. Là, c'est juste pour vous montrer à nouveau que quand on fait dans cette grande série, dans la transposition des gros vaisseaux, il n'y a jamais d'anomalie chromosomique. Brièvement, la physiologie. Là aussi, sur le plan physiologique, vous vous souvenez que la circulation fœtale, c'est une circulation dans laquelle on considère un débit sanguin fœtal combiné. Il n'y a qu'un seul débit puisque les deux ventricules se remplissent à la même précharge par le foramen ovale et s'évacuent à la même post-charge au travers du canal artériel, donc qui regardent tous les deux le fœtus, les poumons et le placenta. Et donc ça, c'est vrai pour le débit. Donc on va parler d'un seul débit, mais pour les saturations, c'est faux, puisque la structure du canal d'Arencius, des valves qui sont situées à l'intérieur de l'oreillette droite et la direction que prend le sang veineux ombilical au travers du foramen ovale vont aboutir au fait que le sang oxygéné va préférentiellement vers l'oreillette gauche, le ventricule gauche et l'aorte. En tout cas, l'aorte qui va donner les coronaires et le cerveau. Et puis après, au-delà du canal artériel, le sang devient à nouveau mélangé avant d'aller par les artères ombilicales vers le placenta. Quand on a une transposition des gros vaisseaux, eh bien, les choses vont être à l'inverse, puisqu'on va avoir du sang moins saturé dans l'aorte et du sang plus saturé dans l'artère pulmonaire. Et là aussi, je pense que vous avez eu ça en détail. Ceci va avoir des conséquences pratiques et sur la physiologie postnatale, mais aussi prénatale de la transposition des gros vaisseaux. À gauche, j'ai mis des exemples de saturation dans un cœur normal qui sont tirés essentiellement des textbooks d'Abraham Rudolph. Vous voyez que dans l'aorte, la saturation c'est 65%, dans l'aorte initiale c'est 50% dans l'artère pulmonaire et 50% dans le canal artériel. Et si je fais une transposition des gros vaisseaux, ça aussi c'est des calculs faits par Rudolph, vous voyez qu'on a à ce moment-là 45% dans la 78% dans l'artère pulmonaire, et ceci va avoir des conséquences pratiques puisque 45% dans l'aorte initiale pour les coronaires, on s'en fiche puisque le cœur va extraire massivement l'oxygène, mais par contre pour le cerveau, ça peut donner des lésions excitotoxiques cérébrales du fait de l'hypoxie et donc des anomalies de la substance blanche, et en effet, on va les observer dans la transpo. Et puis donc voilà, les anomalies de la substance blanche dans la transposition des gros vaisseaux qui sont tout à fait classiques et qui peuvent être liées à des anomalies neurodéveloppementales de cette cardiopathie. Et puis, je reviens en arrière. Pour la saturation plus élevée dans l'artère pulmonaire, deux conséquences. Plus d'oxygène dans les artérioles pulmonaires donne de la vasodilatation pulmonaire, une augmentation du débit sanguin fœtal combiné qui revient par les veines pulmonaires, donc une moindre nécessité du shunt droite-gauche interauriculaire et une restriction du foramen ovale. Restriction du foramen ovale qui est inexistante chez le nouveau-né normal, mais qui, bien évidemment, est tout à fait classique dans la transposition des gros vaisseaux et qui va justifier la manœuvre de Reinstein dans un certain nombre de cas. Et puis, autre conséquence de l'hyperoxygénation pulmonaire pendant la vie fœtale, c'est la constriction du canal artériel, logique, puisque après la naissance,
l'oxygène est un des acteurs de la constriction postnatale du canal artériel et finalement de sa fermeture. Donc les anomalies de la substance blanche, vous avez compris qu'elles pouvaient être liées à cette hypoxie cérébrale prénatale. Il y a d'autres conséquences sur le volume du cerveau, sur la consommation d'oxygène du cerveau, sur l'augmentation du débit dans l'artère cérébrale moyenne, etc. Donc, tout ça, ça a été parfaitement montré. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que la transposition des vaisseaux n'a aucune conséquence sur la circulation mentale. En tout cas, sur le neurodéveloppemental, ça en a. Et sur un plan plus cardiaque, eh bien, je vous ai parlé du foramen ovale. Je vous ai dit que le foramen ovale, normalement, c'est quelque chose c'est un trou qui est très vaste. Et là, vous voyez donc ici la valvule de Vieux-Sens qui bombe de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche, avec ici la fosse ovale qui est très vaste. Et donc, dans la transposition des gros vaisseaux, on comprend pourquoi il devient restrictif. Et cette restriction, beaucoup de gens ont essayé de la décrire, et ici on voit, donc le foramen ovale est plus petit, la valvule de Vieux-Sens est plus rigide. Et il y a plein de gens qui ont essayé de décrire des caractéristiques de la fosse ovale ou de la valvule de Vieux-Sens qui seraient prédictives de la nécessité d'une manœuvre de Rashkin urgente après la naissance. On peut en tenir compte ou pas. Dans mon unité, on ne tient absolument pas compte de ça. Mais vous pouvez essayer de le faire, bien sûr. Donc voilà ici d'autres exemples de valvules de Vieux-Sens qui vont venir fermer la fosse ovale qui est relativement petite, ou ici cet aspect un peu rigide et qui risque de se fermer après la naissance. Donc tout ça a été décrit comme prédictif, mais nous dans l'unité, on fait la même chose, quel que soit ce qui a été dit en anténatal. Voici une image de constriction du canal artériel. Vous voyez ici l'artère pulmonaire qui sort du ventricule gauche, l'aorte qui sort du ventricule droit, et le canal artériel qui est presque fermé, alors que le fœtus n'est pas né. Et on comprend bien que si les deux shunts, foramen ovale restrictif et le canal artériel fermé ou restrictif, sont tels quels après la naissance, eh bien la circulation postnatale va être extrêmement compromise. Et qu'il va falloir agir très vite. Donc, comment est-ce qu'on agit chez des nouveau-nés qui ont une transposition des gros vaisseaux? Bien voilà, il faut, quand il y a eu un diagnostic prénatal, les faire naître dans un centre approprié qui dispose des compétences pour pouvoir faire une manœuvre de Rashkin en urgence. Et comme je vous ai dit, certains groupes trient les patients en fonction de l'anatomie du foramen ovale. Nous, on ne trie pas, on fait tout le temps pareil. Et on décide après la naissance s'il y a besoin de prostaglandine et ou d'une manœuvre de Rashkin. Quand il y a eu un diagnostic prénatal, l'organisation, c'est une organisation qui a pour objectif d'informer les parents et de faire en sorte que l'accouchement ait lieu dans un endroit approprié avec une prise en charge organisée. Donc, quand il y a eu un diagnostic prénatal, on fait du transfert in utero. En tout cas, en France, c'est comme ça que c'est organisé. On prend en charge autour de la naissance avec des équipes complètes d'obstétriciens, de réanimateurs, de nouveau-nés et de cardiologues. Et puis, on a bien sûr informé les parents de ce qui va se passer après la naissance, en particulier des différents gestes que je viens d'évoquer, de la technique du switch artériel et de ses résultats, et ainsi que des modalités du suivi et potentiellement des complications que je vais évoquer après. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Là, c'est une série de mon service dans lequel on a regardé. Maintenant, il y en a un petit peu plus, mais c'est un peu plus de 700 transpositions des gros vaisseaux diagnostiqués avant la naissance. Et ce que vous voyez, c'est déjà, il y a 6 morts avant la chirurgie cardiaque, ce qui correspond à un pourcentage de mortalité qui est de 1%. Donc, ce n'est pas négligeable. Et contrairement à ce qu'on avait dit il y a une vingtaine d'années, le fait de faire un diagnostic prénatal ne protège pas totalement de la mortalité périnatale de la transposition des gros vaisseaux, même si elle n'est pas toujours cardiaque. S'il n'y a pas eu de diagnostic prénatal, la transposition des gros vaisseaux se présente sous la forme d'une cyanose isolée. Mais là aussi, je pense qu'on va passer vite parce que vous avez dû voir ça dans le cours sur les urgences néonatales. Le diagnostic, on le fait très très vite. Les vaisseaux sont parallèles et on regarde quel est le vaisseau qui sort du ventricule gauche en sous-costal. C'est l'artère pulmonaire, donc c'est sûr que c'est une transpo. Donc voilà la course parallèle. Et ensuite,
Si on met de la couleur, on voit que le canal artériel est situé dans le vaisseau postérieur qui, a priori, est la paix, mais la coupe la mieux, c'est de voir que le ventricule gauche donne l'artère pulmonaire qui se bifurque et qui reçoit le canal artériel. Donc, ça prend quelques secondes de faire le diagnostic. Ensuite, on va continuer à préciser le diagnostic en montrant que l'aorte est en avant et à droite de l'artère pulmonaire, qui est en arrière et à gauche, donc dans la détranspo, qui est la forme la plus classique. Et puis, le diagnostic est fini. L'autre mode de présentation, c'est la cyanose avec insuffisance cardiaque quand le foramen ovale est restrictif. Et à ce moment-là, on va devoir faire la manœuvre de Rashkin. Donc, la manœuvre de Rashkin, ça a été inventée en 1966 par William Rashkin, qui a eu la curiosité d'aller voir dans le laboratoire de cathétérisme des adultes qui étaient à côté de lui comment ils faisaient pour déboucher les artères. Et il a utilisé une sonde à ballonnette Fogarty, dont il a ensuite changé la forme pour faire la première manœuvre de Rashkin, qui consiste à aller déchirer la cloison interauriculaire, comme c'est montré sur le petit cartoon sur la droite. Et Bill Rashkin est à gauche ici dans le laboratoire. Donc voilà des sondes de Rashkin, il y a des sondes avec des guides, des sondes sans guide, et puis voilà l'image que ça donne quand on déchire la cloison interauriculaire. Voilà ici un foramen ovale restrictif en bas à gauche, et puis au milieu, on peut faire sous guidage échographique, on voit le ballon qui est ici, on tire un grand coup, on déchire la cloison, et à la fin, c'est tout déchiré et le sang passe librement. Il n'y a plus de restriction, donc plus d'œdème aigu du poumon, et on va pouvoir attendre tranquillement de faire le switch artériel. Donc, une petite réflexion, parce que je pense qu'elle est importante, surtout dans le contexte que nous avons en France, sur le fait que la manœuvre de Rashkin, c'est une manœuvre qui est délicate, puisque si elle est faite de façon programmée, après un diagnostic prénatal, chez un bébé à terme qui a un ombilic perméable, on va le faire tout de suite. Beaucoup de gens peuvent faire la manœuvre de Rashkin. Si on voit arriver un bébé qui a moins de 7 de pH, qui est livide, qui est en état de choc et à qui il faut piquer la veine fémorale parce qu'il a 6 jours de vie et qu'il n'y a quasiment pas de trou entre les oreillettes, il faut juste savoir le faire. Et ça, c'est pas du tout évident. Donc, c'est un des arguments très forts pour faire le diagnostic prénatal. L'autre chose qui est importante, c'est que il est théoriquement demandé dans la formation des cardiopédiatres de faire une manœuvre de Rashkin ou quelques manœuvres de Rashkin pour éventuellement sauver la vie des enfants qui ont ce type de malformation. Et aujourd'hui, on sait par exemple que la manœuvre de Rashkin qui est faite par des gens qui ne sont pas habitués et en dehors des heures ouvrées a une morbidité qui est multipliée à peu près par 10. Donc ça pose un problème pour l'apprentissage. Et ce qui a été dit à un moment, c'est que la manœuvre de Rashkin, ça donnait des accidents vasculaires cérébraux et qu'il fallait essayer de s'en passer. Mais en fait, ça donne des accidents vasculaires cérébraux que quand c'est fait par des gens qui ne savent pas. Donc ça, c'est une difficulté de transmission du savoir que nous avons, puisque je ne pense pas que j'ai mis de diapositive, mais si j'avais mis une diapositive, j'aurais pu vous démontrer sur cette diapositive qu'aujourd'hui, les cardiopédiatres en France, avec le nombre de transpos kinés, la distribution des naissances sur le territoire et le nombre de cardiopédiatres, la plupart des cardiopédiatres, ils font un Rashkin tous les 3-4 ans. Donc, c'est peut-être pas évident d'être confiant, de confier son enfant à quelqu'un qui n'a pas fait le geste qui va être nécessaire depuis 4 ans. Donc, ça, c'est une des difficultés de l'organisation et de la dispersion du système français pour un certain nombre de malformations graves. L'autre action qu'on peut avoir, c'est bien sûr de maintenir le canal artériel ouvert et avec de la prostaglandine. Il faut toujours se méfier dans la transposition des gros vaisseaux que maintenir le canal artériel ouvert ou le rouvrir chez un enfant qui va bien peut accélérer sa décompensation, parce que si le foramen ovale est restrictif, il faudra bien que ce qui rentre par le canal artériel sorte par quelque part, et donc vous pouvez déstabiliser ou mettre en œdème aigu du poumon en donnant de la prostaglandine à un enfant qui a une transposition des gros vaisseaux et qui a un foramen ovale restrictif. Donc soyez prudent si vous le faites en pré-hospitalier. Par contre, si vous êtes dans une unité spécialisée, ça ne pose pas de problème. Qu'est-ce qu'on va regarder en écho? Donc, on a vu que les vaisseaux sont parallèles, le foramen ovale, le canal artériel, ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va vérifier tout le reste. Donc, on va voir des ventricules, mais avec un raisonnement qui est inverse des cardiopathies habituelles. Ventricule droit petit, c'est l'aorte qui est petite. Ventricule gauche petit, est-ce qu'il n'y a pas une sténose pulmonaire?
On va regarder les valves auriculo-ventriculaires pour savoir s'il y a des anomalies comme des straddling ou des fentes, en particulier sur la valve auriculo-ventriculaire gauche. Et puis, on va essayer de voir les artères coronaires pour préparer le switch. Donc, ce qui est important, c'est que quand on examine une transposition des gros vaisseaux, en particulier dans une forme complexe, mais ça, pour certains aspects des formes simples, c'est important aussi, il faut toujours penser à qu'est-ce qui va gêner le chirurgien ou qu'est-ce que doit faire le chirurgien au bloc opératoire. Les coronaires, c'est une évidence, on va essayer d'en faire un diagnostic. On va regarder comment est la crosse de l'aorte, on va regarder s'il y a une communication interventriculaire et où elle est. Et puis ensuite, on va regarder la position respective des gros vaisseaux parce que ça va changer ou rendre plus difficile de transférer les artères coronaires. La discongruence aortopulmonaire pour savoir comment est-ce que le switch va être facile ou pas. Et puis s'il y a un mal-alignement commissural qui posera aussi des difficultés de réimplantation. Donc voilà ici, à nouveau, je vous ai déjà montré cette image tout à l'heure, une transposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire. Et ici, c'est l'artère pulmonaire. Et ce qu'on voit, c'est l'aorte qui est ici. Il y a un déplacement du septum conal et l'aorte est plus petite. Si on regarde sur la coupe des vaisseaux, on voit l'artère pulmonaire, l'aorte qui est presque côte à côte, mais qui est beaucoup plus petite. Donc, il y a une discongruence aortopulmonaire. Puis ici, c'est la veine cave supérieure. Et si vous regardez en bas, excusez-moi, je reviens en arrière. Hop, bon, j'arrive pas à enlever ça. Bon, en gros, il y a une coarctation, donc c'est transpose CIV coarctation. Donc là, il va falloir décrire les vaisseaux côte-côte, la discongruence aortopulmonaire, l'hypoplasie de l'arche, la position de la communication interventriculaire pour guider le chirurgien. Et pour l'hypoplasie de l'arche, c'est très important puisque en fonction du type d'hypoplasie de l'arche, eh bien, il va y avoir des modalités de réparation, de perfusion cérébrale sélective qui vont être différentes. La position de l'aorte par rapport à l'artère pulmonaire, c'est aussi important, ainsi que la différence de taille. Là, vous voyez une aorte antérieure qui est plus grosse que l'artère pulmonaire qui est postérieure. Là, c'est un petit peu l'inverse, avec un tout petit peu de malalignement commissural. Donc ça a un impact sur le type de réparation. Voilà ici un conus qui est déplacé en arrière sous l'artère pulmonaire. Donc vous le voyez aussi ici. D'accord, il est tout petit, mais l'artère pulmonaire est franchement plus petite que l'aorte que vous voyez là chez ce patient. Et donc, la question qui va se poser, c'est si je fais le switch et que je ferme la communication interventriculaire, est-ce qu'il y aura une sténose sous-aortique? Donc ça, il va falloir le décrire pour le chirurgien, pour le guider, éventuellement guider la fermeture de CIV. La position de la communication interventriculaire, très importante. Si vous avez à droite une communication de la voie d'éjection, on voit bien les deux vaisseaux, il y a une CIVC de la voie d'éjection. A priori, le faisceau de I, c'est loin. Si par contre, vous opérez un bébé de 2,8 kg pour faire un switch et que vous avez une grande communication interventriculaire d'admission ici, le risque de bloc auriculo-ventriculaire est plus élevé. La façon de parler avec le chirurgien, mais surtout avec les parents en termes de risque, est complètement différente. La position de la communication interventriculaire principale, c'est important, mais il faut être sûr qu'il n'y en a pas d'autres. Et là, vous voyez ici, avec ce shunt qui est du ventricule droit vers l'artère pulmonaire, la communication interventriculaire musculaire apicale. Aller réparer ça chez un nouveau-né, ce n'est pas évident, donc il faut bien sûr avoir l'information. Ici, c'est une CIV périmembraneuse banale. La taille des ventricules. Le ventricule droit plus petit que le ventricule gauche, donc ça veut dire que l'aorte est petite. Ici, le ventricule gauche plus petit que le ventricule droit. La position des valves, là on voit bien, ici, le ventricule gauche, ici c'est le ventricule droit, les vaisseaux sont transposés, ici c'est l'aorte, là c'est l'artère pulmonaire. On voit ici qu'il y a un straddling tricuspide, c'est-à-dire un gros pilier tricuspide qui est inséré dans le ventricule gauche. Et on le voit ici en cas de cavité. Ici c'est un peu flou et nuageux, là, mais on voit quand même que la tricuspide est insérée en partie dans le ventricule gauche. Les anomalies de la valve mitrale, ici une fente. La valve mitrale, normalement, ce n'est pas en 3 morceaux. Là, on voit 1, 2, 3 morceaux. Et là, il y a une fente dirigée vers les vaisseaux, ce qu'on appelle la fente de la voie d'éjection, qu'on retrouve parfaitement ici, qui est une anomalie classique et fréquente dans les malpositions vasculaires, que ce soit les ventricules droits à double issue ou la transpo. Et il faut savoir la diagnostiquer, parce que si ça fuit en post-opératoire, on va se poser la question de savoir si c'est malformatif ou ischémique. À nouveau, ici, une mitrale en 3 morceaux de fente de la voie d'éjection. Le tissu mitral accessoire ou les anomalies des voies d'éjection, et ici, sous l'artère pulmonaire, dans cette transpo, on voit une sorte de pougnac. La question, c'est de savoir si le chirurgien peut l'enlever ou pas.
Si ça participe à la fonction de la valve mitrale, ça va être compliqué de l'enlever. Si ça n'y participe pas, il pourra l'enlever. Mais il faut lui demander de le faire. Si on ne lui demande pas de le faire, ben, il n'ira pas voir en dessous. Là aussi, c'est une bicuspidie pulmonaire. Vous voyez l'aorte qui est en avant, la transposition des gros vaisseaux, ben, ça va devenir une bicuspidie aortique. Est-ce que ça contre-indique le switch ou pas? Ben, si la valve pulmonaire est fonctionnelle et qu'il n'y a pas de rétrécissement, a priori, ça ne contre-indique pas le switch, mais l'enfant aura après le switch artériel une bicuspidie aortique. Ici, l'évaluation des artères coronaires. Donc là aussi, je pense que c'est un petit peu flou, on voit très bien, mais la position des vaisseaux, ici côte-côte, il y a souvent des anomalies coronaires. Là, on voit une coronaire intervasculaire. Donc ça, c'est quelque chose qui peut, antérieur, je veux dire, c'est quelque chose qui peut guider le chirurgien. Une fois qu'on a fait tout ça, on va faire le switch. Donc le switch artériel, il a été fait pour la première fois par Habib Domingo Jaten. Enfin, pas pour la première fois, mais pour la première fois, l'enfant a survécu. Et donc, si vous regardez bien ce dessin, vous voyez qu'on coupe les vaisseaux et ensuite on déplace les artères coronaires. Mais ce qui est important, c'est qu'ici, l'artère pulmonaire droite reste dans la concavité de la crosse. En fait, le dessin est faux puisque ce n'est pas possible de faire comme ça sans mettre un morceau de tube entre l'ex-culot pulmonaire et le tronc de l'artère pulmonaire. Donc, il y avait une prothèse dans les premiers switches. Et c'est Yves Lecomte qui a inventé la manœuvre de Lecomte qui consiste à décroiser l'artère pulmonaire, c'est-à-dire au lieu de laisser l'artère pulmonaire droite derrière, de la mettre en avant, ici, en faisant la manœuvre de Lecomte, qui s'appelle aussi la French Maneuver, en 1980. Brièvement, l'opération. Voilà, ici, on prélève le péricarde. On s'en servira après pour réparer l'artère pulmonaire. Une fois qu'on a prélevé le péricarde, on voit les deux vaisseaux parallèles, d'accord? Donc l'aorte ici, l'artère pulmonaire ici. La tête de l'enfant est à votre gauche. Là, à votre droite, c'est les pieds de l'enfant. Et puis ici, le chirurgien est situé à droite de l'enfant. Donc aorte, artère pulmonaire. On met les canules. Voilà. Ici, on injecte la cardioplégie. Le cœur s'arrête. Voilà. Le chirurgien coupe les gros vaisseaux. Donc d'abord l'aorte. Et ensuite, derrière, l'artère pulmonaire. Juste au niveau de la jonction sinotubulaire. Et puis ensuite, le chirurgien a détaché de l'aorte, voilà, il détache de l'aorte, pardon, les ostia coronaires. Donc ici, une artère coronaire, on voit bien l'ostium, et il détache une collerette, puisque c'est cette collerette qui va être réimplantée dans la néo-aorte. Donc voilà, il détache, et ensuite il va libérer, donc il détache l'autre ostium, et après, il va disséquer, voilà, il libère le tronc coronaire, il libère pour pouvoir la mobiliser et l'amener sur la néo-aorte de l'autre côté. Voilà, une fois que ça a été disséqué, libéré, le chirurgien va réimplanter l'ostium coronaire dans la néo-aorte. Voilà, donc on le voit ici. Donc il fait un trou dedans, donc soit à l'emporte-pièce, soit en trappe d'or, soit un orifice, voilà, dans la ligne de suture, voilà ici, et il va remettre la coronaire, donc je vous épargne la couture. Une fois qu'on a reconstruit l'aorte, ici vous voyez les deux artères pulmonaires, donc l'artère pulmonaire droite, l'artère pulmonaire gauche, et on fait la manœuvre de Lecomte, on passe l'aorte entre les deux branches. Regardez bien à nouveau, donc on dissèque, voilà les deux branches pulmonaires, et là ici le V, et l'aorte qui est ici va passer entre les deux, c'est ça la manœuvre de Lecomte, donc l'artère pulmonaire est décroisée. Et puis ensuite, on reconstruit le tronc de l'artère pulmonaire, là où ont été prélevées les collerettes coronaires pour finalement finir par fermer le cœur bas quand on finit le cœur droit. Et l'opération est terminée. À la fin de l'opération, on a donc une artère pulmonaire qui a été décroisée, réimplantée, réparée avec du péricarde. Donc ça va poser des problèmes. Ça peut poser des problèmes pour grandir. Des artères coronaires qui ont été suturées, déplacées et qui peuvent être étirées. Et puis on a une suture aortique qui pose a priori pas de problème, mais la valve aortique elle-même pourra en poser après puisque c'est l'ex-valve pulmonaire. Quand on fait une échographie post-opératoire, on voit ici les deux artères pulmonaires qui chevauchent l'aorte ascendante, mais
les culots aortiques et pulmonaires n'ont pas été déplacés. Donc, quand on fait des coupes un petit peu bizarres, on voit toujours cet aspect parallèle des gros vaisseaux en post-opératoire du switch. C'est très banal. Voilà ici une écho juste post-op de switch. Et vous voyez qu'effectivement, l'origine des deux vaisseaux est toujours parallèle, mais l'artère pulmonaire est en avant de l'aorte en couleur. Voilà à nouveau donc cette artère pulmonaire qui chevauche l'aorte. Et ici, sur le scanner, exactement la même image, avec ici cet aspect de chevauchement post-opératoire de la manœuvre de Lecomte. Qu'est-ce qui se passe après? Je regarde juste s'il y a des questions. Non, ça va. Qu'est-ce qui se passe après quand on va suivre les transpositions des gros vaisseaux opérées par la technique du switch artériel? Bon, ça, c'est une des études. Il y a eu plusieurs études depuis d'adultes, donc elles datent de 2013. Il y a déjà un bout de temps. C'est les Canadiens. Ben, ils montrent, si on regarde la mort subite ou les troubles du rythme, c'est un peu mélangé. Donc, ils ont été obligés de mélanger des choses pour trouver quelque chose. En gros, à 25 ans, il y a 2% des patients qui ont des problèmes. Et si on regarde n'importe quel type de problème cardiovasculaire au cours du suivi, ben à 25 ans, il y a 4-5% des patients qui ont eu des problèmes. Donc en gros, on est très optimiste puisque dans 95% des cas, en gros, il ne va rien se passer dans la transposition des gros vaisseaux réparés par la technique du switch artériel, en tout cas au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc c'est pour ça que il n'y a pas vraiment de consensus sur le rythme de suivi. La première année, on les voit assez souvent parce qu'ils grossissent beaucoup, mais après, est-ce qu'il faut les voir tous les ans ou tous les 2 ans? C'est très discuté. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de règles. Le plus simple, c'est tous les ans, mais c'est véritablement discutable. Qu'est-ce qu'il faut faire au cours de la surveillance? Une écho, un électro, est-ce qu'il faut faire d'autres choses? C'est aussi discutable. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des anomalies mineures? On ne sait pas trop. Est-ce qu'on sait bien détecter les anomalies sur des signes cliniques? La réponse est non. Et qu'est-ce que vont devenir les artères coronaires de ces patients quand ils auront 45 ans, qu'ils auront peut-être un peu fumé, qu'ils auront peut-être un peu d'hypertension et qu'ils auront un cholestérol LDL qui ne sera pas strictement normal? Donc ça, on n'en sait rien encore. Donc aujourd'hui, la plupart des patients qui ont eu un switch artériel, en tout cas dans les pays développés, sont surveillés tous les ans en échographie avec un électrocardiogramme et parfois d'autres examens morphologiques sur lesquels je vais venir. Qu'est-ce qu'on cherche au cours de la surveillance annuelle? Eh bien, on va regarder s'il y a des problèmes sur les artères pulmonaires, sur les artères coronaires, sur la valve aortique. Et puis, pendant la première année, est-ce qu'il y a de l'hypertension artérielle pulmonaire? Je l'évoquerai brièvement parce que c'est une des complications très rares de la transposition des gros vaisseaux. Et enfin, est-ce qu'il y a des anomalies neurodéveloppementales comme dans toutes les cardiopathies complexes, puisque je vous ai parlé d'anomalies de la substance blanche. Donc, on commence par les artères pulmonaires. Voilà des vieilles angiographies qui montrent que les artères pulmonaires, elles sont sténosées, soit elles sont hypoplasiques, soit elles sont sténosées de façon unilatérale à droite ou à gauche. Ces complications-là, elles sont devenues complètement exceptionnelles. Les chirurgiens savent très bien faire le switch artériel. Et si vous avez dans votre environnement un chirurgien qui abîme tout le temps les artères pulmonaires du switch, changez-en. C'est ça le message. Normalement, ce n'est pas vraiment le problème. Ça peut arriver quand l'aorte était petite, donc l'aorte c'est devenu l'artère pulmonaire. Donc dans les transposes CIV-coarctes, ce n'est pas exceptionnel d'avoir des petites artères pulmonaires et éventuellement des complications. Et dans les transposes simples, il n'y a pas de raison. Voilà ici une asymétrie dans une transpose CIV-coarcte avec une branche qui est pliée ici, mais elle n'est pas si mal que ça en calibre. Donc, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir ça? Parce que dans la transpose CIV-coarcte, on a une aorte et donc un tronc d'artère pulmonaire qui sont initialement plus petits, comme vous pouvez le voir sur cette image que je vous ai déjà montrée. Et on peut avoir cet aspect de rétrécissement de l'anneau pulmonaire, qui est l'ex-anneau aortique petit. Donc ça, c'est excusable, mais par contre, les anomalies sévères des branches, ça veut dire que l'enfant n'a pas bien été opéré. Deuxième sujet, ce sont les artères coronaires. Ça, c'est un sujet très vaste, on pourrait y passer tout l'après-midi. On va essayer de le faire court et j'espère compréhensible. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de très nombreux variants de la distribution des artères coronaires. Je vous ai remis la classification de Yacoub et Radley-Smith sur la gauche, mais ça ne suffit pas, cette classification. Ça ne suffit pas, en tout cas, à prédire le risque à partir de l'anatomie initiale, puisque
il y a qui vient se surimposer à ces anomalies de trajet et d'origine, eh bien, la position respective des gros vaisseaux qui va rendre plus ou moins complexe le déplacement des artères coronaires. Et de ça, on ne peut pas faire une classification uniciste. Ce qui a été dit il y a maintenant quelques années dans cette méta-analyse, c'est que le fait d'avoir un seul ostium coronaire, ce qu'on appelle le type B dans la classification de Yacoub et Radley Smith, ou un trajet intramural, c'était ces deux anomalies qui conféraient le risque le plus élevé d'avoir des anomalies coronaires tardives. C'est probablement beaucoup moins vrai aujourd'hui. En effet, quand on regarde les études actuelles, il y a soit aucun facteur de risque lié à l'anatomie coronaire initiale, soit uniquement les artères coronaires uniques qui posent des problèmes. Mais celui qui est plus prédictif, le plus convaincant dans ces différentes études, c'est le fait que le chirurgien a eu des difficultés à transférer les artères coronaires pendant l'intervention, et ce, quel que soit le type anatomique initial. Donc, regarder les artères coronaires à des fins de pronostic en préopératoire n'a pas beaucoup d'intérêt. Regarder pour que le chirurgien se prépare techniquement, c'est intéressant. Et prédire en fonction du type initial qu'il va y avoir des événements, c'est probablement plus vrai aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va dépister les problèmes coronaires? Quand on va suivre les enfants en consultation, voilà un exemple d'un enfant qui avait une transpose simple, distribution coronaire normale, et que je vois à ma consultation 2 mois plus tard. On voit bien que le ventricule gauche se contracte bien, mais les 2 piliers sont blancs. Il y a une fuite mitrale, donc ça c'est un signe d'ischémie myocardique. Il a eu la coronarographie, il avait une sténose serrée du tronc commun, et il a été réopéré. Donc ça c'est du dépistage sur des signes échographiques ou électrocardiographiques en consultation. Dans mon équipe, on a décidé qu'on allait contrôler l'anatomie des artères coronaires quelques années après le switch. On le fait habituellement à 5-6 ans. Au début, on l'a fait par des coronarographies. Voici des exemples, une coronaire unique injectée, la réimplantation ici avec la collerette. Et puis ensuite, on l'a fait par du scanner. Voilà un scanner de la fin des années 90. Magnifique, très lisse et tout, très, 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 très irradiant. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui. On répond complètement à la question. Ce qu'on veut voir, c'est l'ostium coronaire, très, très peu de rayons et une réponse complète. On s'en fiche de la distalité des artères et on répond qu'il n'y a pas de sténose ostiale des 2 artères coronaires. Donc aujourd'hui, on fait ça chez les enfants qui ont été opérés d'une transpo pour savoir s'il y a des lésions coronaires asymptomatiques chez les enfants de 5-6 ans et s'il faut faire quelque chose. Donc il y a différents exemples de position des artères coronaires, ici entre l'aorte et l'artère pulmonaire, etc. Donc le fait de dépister systématiquement les anomalies des artères coronaires vers l'âge de 5-6 ans est très controversé. Et si vous regardez cette méta-analyse qui date de 2017, eh bien, elle montre sur un peu moins de 9000 patients que les patients de plus de 5 ans qui ont eu des événements coronaires sont extrêmement peu nombreux. Et elle conclut à partir de cette méta-analyse que faire systématiquement un scanner ou une IRM des artères coronaires chez des jeunes enfants n'a pas d'intérêt pour prévenir les événements cardiovasculaires. Et ceci peut être considéré comme vrai si on pose la bonne question. On pourra en discuter après si vous voulez. Donc aujourd'hui, faire ou ne pas faire de dépistage systématique, la question est en suspens. Et il y a des arguments pour et des arguments contre. On peut en discuter, en débattre. Si on a dépisté une anomalie coronaire sur des signes cliniques ou lors d'un dépistage, et s'il y a de l'ischémie myocardique, on va réparer cette artère coronaire. Et la technique la plus souvent utilisée, c'est la technique du patch du tronc, que ce soit le tronc droit ou le tronc gauche, qui va élargir l'artère coronaire à son origine. Et très rarement, on fait des pontages. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici, quasi-occlusion du tronc commun et un patch coronaire à gauche. Et puis ici, un patient qui a été ponté parce qu'on ne pouvait pas le réopérer. On voit bien la manœuvre de Lecomte ici. Deuxième problème, c'est l'aorte et la fuite aortique. C'est un problème assez classique. D'ailleurs, si vous suivez des patients qui ont des transpositions des gros vaisseaux, vous allez voir que beaucoup d'entre eux ont une petite fuite de la valve aortique dès la période néonatale, après le switch. Et la question, c'est est-ce que cette fuite progresse? Eh bien, on va voir 2 choses. Ce qu'on sait, c'est que la dilatation de la racine de l'aorte, qui est la courbe du bas, oui, elle progresse, parce que c'est l'ancienne artère pulmonaire
et que sa nature, son histologie, n'est pas celle d'une aorte, et elle est plus fragile. Et en gros, elle se souffle avec le temps, avec une dilatation progressive. Par contre, la vitesse d'aggravation de la fuite aortique est beaucoup, beaucoup plus lente et en tout cas n'est pas parallèle à celle de la dilatation de la racine de l'aorte. Donc la fuite aortique, on va dire, c'est relativement rare, en tout cas avant d'atteindre l'âge adulte, alors que la plupart des patients ont des grosses aortes. Donc c'est un sujet qui est à suivre. Et probablement qu'on en parlera quand la plupart des patients auront 40 ou 50 ans. En tout cas, s'il est cliniquement signifiant, il faut encore attendre une dizaine d'années pour voir apparaître des cas fréquents. L'hypertension artérielle pulmonaire, c'est une complication qui n'est pas mécanique cette fois-ci, c'est une complication physiologique de la transposition des gros vaisseaux qui fait son lit pendant la vie fœtale avec la physiologie que je vous ai dit d'augmentation du débit pulmonaire, de fermeture du canal artériel du foramen ovale. Et ça va aboutir à un isolement progressif de la circulation pulmonaire. Le fait d'avoir de l'HTAP post-switch, eh bien, c'est une maladie extrêmement grave. Et vous voyez ici une série européenne il y a maintenant 2-3 ans, où à 20 ans, il n'y a pas de survie. Donc, l'HTAP post-switch pour transposition des gros vaisseaux, c'est une maladie d'une très grande gravité qui évolue de façon aussi rapide, si ce n'est plus rapide, que l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique. Donc ça, c'est à dépister, surtout dans les mois qui suivent le switch artériel. Ça reste très rare, on dit que c'est à peu près 1% des switches. Dernier problème, c'est le neurodéveloppement. C'est un sujet très vaste et dans le domaine des cardiopathies congénitales, mais il y a quelques éléments intéressants spécifiques à la transposition des gros vaisseaux. Le premier, c'est que dans la transposition des gros vaisseaux, l'intelligence est normale. Donc, si on regarde le QI, vous voyez sur la première ligne ici qu'il n'y a pas de différence entre les transpos et les patients. C'est un QI qui est un peu au-dessus de 100, qui a une valeur strictement normale. Mais par contre, si vous regardez les fonctions exécutives, que ce soit dans leur modalité réceptive, les différents mécanismes d'inhibition ou certains aspects de la mémoire ou de la flexibilité ou de la cognition sociale, eh bien, il y a des différences significatives entre les patients en transposition des gros vaisseaux et les patients en contrôle, ce qui veut dire que l'exploitation de sa propre intelligence peut être un peu compromise quand on a été opéré d'une transpo quand on était petit. Et donc, c'est un sujet qu'il faudra aborder dans des consultations et éventuellement pour remédier à certains déficits qui pourraient être significatifs et gêner l'enfant dans son développement et son parcours scolaire. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un des éléments positifs du diagnostic prénatal. Si vous faites un diagnostic prénatal, eh bien, il y a moins d'altération de ces fonctions supérieures que dans le cas de diagnostic postnatal, probablement du fait du délai de prise en charge. C'est important de faire le diagnostic de ces anomalies cognitives, puisque pour ces anomalies de la cognition, quelles qu'elles soient, les patients les conservent. Ce n'est pas un retard ou un délai, c'est quelque chose qui va rester. Et ça, c'est une étude qui a été faite par Leila Kasmi, c'est une étude chez l'adulte, et elle montre qu'on voit bien la différence. Le gris et blanc, c'est la population générale, que les populations transpo ont une proportion un petit peu différente de la population générale d'anomalies du QI, quelle que soit la façon dont on le regarde, mais surtout des anomalies significatives et diffuses, même si elles sont de faible magnitude, des fonctions exécutives et des fonctions supérieures. Donc, il faut surveiller ça et éventuellement y remédier. Un petit mot sur le switch atrial, c'est-à-dire les interventions de Senning et Mostard. Je pense que si vous avez des cours de cardiologie congénitale adulte, ce sera vu là, mais on va rapidement dire à quoi ça correspond. D'abord, ça n'a pas commencé par Senning et Mostard, ça a commencé par Baffus. Baffus, il a essayé de mettre des tuyaux, donc c'est des vieux schémas. Et là, vous voyez un tuyau qui connecte la veine cave inférieure avec l'oreillette gauche, et puis les veines pulmonaires, elles étaient mises aussi avec un tuyau vers l'oreillette droite. Bon, ces opérations, elles n'ont pas bien marché et c'est Eck Senning et William Mostard qui ont inventé la correction atriale. Et donc voilà le schéma. Les vaisseaux sont transposés.
les veines pulmonaires sont à gauche, les veines caves sont à droite. Et donc, la correction atriale consiste à construire des chenaux à l'intérieur des oreillettes qui vont amener les veines pulmonaires vers la valve tricuspide et les veines caves vers la valve mitrale. Alors, je regarde, il y a une question. Ah bah oui, le chirurgien, il ferme la CIA quand on a fait un Rashkin, oui. Il la ferme toujours, oui. Certains la ferment incomplètement et d'autres complètement. En tout cas, oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut dire aux parents. C'est quand on a fait un Rashkin, on fermera la CIA au moment du switch artériel. Le problème de la correction atriale de la transposition névro-vaisseau, eh bien, on le voit tout de suite sur cette diapositive, c'est la courbe rose. Bien, la courbe en bas, c'est les ventricules uniques, c'est le cours qu'on fera après. La courbe rose, c'est Senning-Mustard. La courbe verte, c'est tous les patients avec des cardiopathies congénitales. La bleue, c'est la population générale, ça va jusqu'à 45 ans. Donc, on voit ici qu'à 30 ans, eh bien, il y a 40% des Senning-Mustard qui sont morts. Donc, c'est pour ça qu'on fait plus ça, parce qu'on fait des switches maintenant où je vous ai dit qu'au moins à 25 ans, maintenant on a des études à 35 ans, il y a à peu près 95% de survivants. Donc, il n'y a pas de doute sur le choix entre les deux opérations. Mais il y a encore des patients qui vivent avec des Senning et des Mustard. Et donc, si on regarde ça, on voit qu'aujourd'hui, effectivement, on a aussi fait des progrès, hein, puisque le Mustard, c'est en vert, bleu, c'est Senning, et rouge, c'est le switch. Donc là, c'est la proportion d'opérations. Donc, on ne fait plus de Senning ou de Mustard. Et là, c'est la courbe actuarielle. Donc, des patients opérés dans les années 60, il n'y a plus de survivants. Dans les années 70, il y en a encore quand même quelques-uns. C'est un papier anglais. Et puis ici, le switch artériel. Donc, encore une fois, c'est pour argumenter le fait qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'on fasse ça. Pourquoi est-ce que ces patients qui ont eu un Senning ou un Mustard ne vont pas bien? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a laissé le ventricule droit sous la aorte et qu'en plus, on a fait de la chirurgie atriale. Donc, voilà ce que ça donne. Le ventricule droit qui est sous la aorte, les deux vaisseaux sont toujours parallèles. Et puis, on voit ce ventricule droit dilaté avec la paroi fine, le ventricule gauche banane qui est sous l'artère pulmonaire. Et voilà à nouveau, donc on dirait une échographie d'hypertension artérielle pulmonaire. Et le ventricule droit n'est pas fait pour assurer pendant 8 ou 9 décennies la perfusion systémique. Donc c'est ça qui va créer des problèmes. Donc voilà à nouveau, ici cet aspect en petit axe de l'opération de Senning. Ici le chenal veineux pulmonaire, la valve tricuspide et le ventricule droit avec le ventricule gauche ici tout petit, mais il faut imaginer que le ventricule droit pousse le sang dans la aorte et le ventricule gauche dans la paix. Donc, le chenot de Senning, le chenal cave, et à nouveau cette image que je vous ai déjà montrée. Donc, voilà ici en scanner, on voit bien. Donc, les vaisseaux sont toujours transposés, l'aorte en détranspo. Et puis ici, vous voyez, hop, l'opération va le repasser. Et vous allez voir que dans l'oreillette, on va s'arrêter, il y a un aspect qui est blanc. Voilà, la transpo. Voilà. Donc, vous voyez ici qu'il y a un morceau blanc, hein, donc c'est du dacron. Donc ça, c'est une opération de Mustard. Le Senning, c'est on replie les oreillettes sur elles-mêmes. Le Mustard, on construit des chenaux avec du patch en dacron. Voilà à nouveau ici un Senning avec le chenal cave inférieur que vous voyez en bas à droite, et puis le ventricule droit ici, donc en avant, et le ventricule droit qui pousse le sang dans l'aorte qui est toujours transposée et en avant derrière le sternum. À nouveau, ces images que vous voyez bien, le chenal cave, les vaisseaux toujours transposés, et puis ici, l'artère pulmonaire qui sort du ventricule gauche. Et en cas de déflow, la technique moderne, on voit très bien ici, donc les vaisseaux transposés et les chenaux, en particulier le chenal cave de l'opération de Senning. Bon, je pense que les images, vous les avez maintenant bien comprises. Donc, les problèmes, vous les avez vus. La mortalité, elle est liée à l'insuffisance cardiaque par défaillance du ventricule droit et de la valve tricuspide, mais aussi aux arythmies atriales. Et ce qui est problématique, c'est que la mort est subite dans 40% des cas. Et ce n'est pas une mort par insuffisance cardiaque progressive.
Je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait poser des problèmes de cardiomyopathie rythmique. Voilà ici un électrocardiogramme de Senning. Ici, pour essayer de trouver l'onde P, ce n'est pas facile, hein. Donc, très souvent, ils ont un rythme fonctionnel. Il n'y a plus d'onde P, tellement il y a eu de chirurgie atriale qui a détruit le nœud sinusal. Pardon. Et bien sûr, cette défaillance sinusale peut aboutir à la nécessité de mettre en place une sonde de stimulation qui va être dans le ventricule gauche, hein. Et l'autre problème, on l'a déjà évoqué, c'est celui des arythmies atriales, hein, qui sont pas toujours faciles à dépister et qu'il va falloir traiter. L'autre problème du Senning, en dehors de la mort et des arythmies, c'est la capacité fonctionnelle. Quand vous avez un ventricule droit systémique, eh bien, la capacité fonctionnelle par rapport à un contrôle est très réduite. Et donc, ces patients ont des difficultés à l'exercice, même s'ils ont une VO2 qui reste supérieure à 20. L'autre chose qu'on a appris, c'est que le déclin de la fonction du ventricule droit est inéluctable. Et donc, il se produit assez vite, parce qu'il y a très peu de patients, enfin, il n'y a que la moitié des patients qui conservent une fonction systolique du ventricule droit normale à 25 ans. Donc, tout ça va conduire à des complications. Et il y a, à côté de ces complications fonctionnelles liées au ventricule droit et aux arythmies, il y a aussi des complications mécaniques, des sténoses, comme vous pouvez le voir ici sur le montage, avec une dérivation du sang, et qu'on peut être obligé de traiter par des dilatations, des stentings, et qui posent aussi des problèmes d'accès au cœur pour faire des ablations ou mettre en place des sondes de stimulation. Voilà par exemple une angiographie de sténose du chenal cave. Hein, donc on injecte dans la veine cave inférieure, il y a qui est située à gauche chez ce patient, avec une sténose très serrée. Donc on voit ici et qu'on a été obligé de stenter pour pouvoir avoir accès au cœur. Donc aujourd'hui, vous allez voir ces patients, mais ce ne sont que des adultes. Alors on passe aux transpositions des gros vaisseaux complexes. Je ne pense pas que je vais évoquer la transposition des gros vaisseaux avec CIV, on ferme la CIV, celle avec coarctation, on répare la coarctation, donc ça c'est pas le sujet. Celle qui est différente, c'est la transposition des gros vaisseaux avec CIV et sténose pulmonaire. Donc voilà un exemple de transpose CIV sténose pulmonaire. Ici, le ventricule droit, l'aorte, le ventricule gauche, la paix. On voit l'aspect angiculaire de l'artère pulmonaire, l'aspect décalé du septum conal qui vient fermer la voie sous-pulmonaire et la communication interventriculaire ici. Voilà l'échographie d'une transpose CIV sténose pulmonaire, le VG, la CIV, la bascule du septum conal, la valve pulmonaire qui s'ouvre peu, l'obstacle et de l'autre côté, le VD aorte. À nouveau ici, là on voit moins la communication interventriculaire, mais on voit bien le ventricule droit à l'aorte, le ventricule gauche, la paix qui est petite. Et puis ici, donc la CIA de Rashkind, la valve tricuspide, le ventricule droit et l'aorte avec l'artère pulmonaire qu'on aperçoit pour ces branches de façon brève. C'est un nouveau-né, c'est toujours comme ça va vite. Voilà à nouveau une image qui ressemble à celle que je vous ai montrée. L'oreillette gauche, la valve mitrale, le ventricule gauche, la communication interventriculaire, l'artère pulmonaire avec la valve qui ne s'ouvre pas beaucoup et la grosse aorte au-dessus du ventricule droit. Bon, est-ce qu'on peut faire un switch? La réponse est non. Pourquoi? Parce que la valve pulmonaire, ici, elle est toute moche, on dirait un gicleur ou une tétine de biberon, à peine perforée. Et donc, si je mets l'aorte ici, ben, il va y avoir une sténose aortique et il va y avoir en plus une sténose sous-aortique. Donc, ce n'est pas ça que je vais faire. Et donc, l'opération, elle a été conçue, peut-être pas dans cette malformation spécifiquement, mais dans des malformations apparentes, par Giancarlo Rastelli. Et lui, il a dit, ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais diriger le sang rouge qui arrive dans le ventricule gauche vers l'aorte. Pour ça, au lieu de fermer la CIV comme ça, je vais la fermer comme ça. Et donc ça, c'est pas fermer la CIV, parce que la CIV, vous avez compris qu'elle était là. Et donc, ça va être créé à l'intérieur du ventricule droit, un tunnel entre la communication interventriculaire et l'aorte. Et donc ça, on appelle ça la tunnelisation. C'est la tunnelisation du VG vers l'aorte. Et après, ben, il va bien falloir que je branche l'artère pulmonaire sur le ventricule droit. Donc ici, c'est bon, je fais OG, VG, aorte au travers de la CIV. Il ne faut pas que la CIV soit trop petite, bien sûr. Et ensuite, il faut bien que je fasse VDAP. Donc pour ça, je vais mettre un tube entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Je la coupe ici, je la ferme et je vais brancher l'artère pulmonaire là-dessus. Ça s'appelle l'opération de Rastelli. Voulu par Yves Lecomte, puisque
ben, Yves Lecomte, il a dit pourquoi on va mettre un tube comme on faisait dans les vieux switches. En fait, il suffit de prendre l'artère pulmonaire et de la décroiser. Donc, je coupe l'aorte et je décroise l'artère pulmonaire et je viens la brancher directement sans tube sur le ventricule droit. Cette opération, ça s'appelle le rêve. Et donc, c'est ce qui est schématisé ici. Pour pas que la CIV soit trop petite, on enlève un bout de septum conal, on tunnelise VG aorte, et donc ça, c'est le Rhinstélli, avec le tube qui est ici. Et le rêve, ça consiste à enlever le septum conal, tunneliser VG aorte, et ensuite à décroiser l'artère pulmonaire en la branchant directement sur le ventricule droit avec un patch, c'est-à-dire sans valve. Et donc, ça s'appelle le rêve ou réparation à l'étage ventriculaire, ou l'opération de Lecomte, qui est le traitement de la transpose CIV sténose pulmonaire. Donc, je ne suis pas sûr qu'on va regarder le... Non, on ne va pas regarder l'opération parce que c'est un petit peu long. Donc, le problème du rêve, enfin, pas le problème du rêve, le résultat du rêve, est-ce que ça montre? Donc, cette coupe, elle est un petit peu atypique, mais c'est pour vous montrer et vous faire comprendre. Donc, l'oreillette gauche, la valve mitrale, le ventricule gauche. Et ensuite, ici, l'aorte était au-dessus du ventricule droit. Donc, on a tunnelisé, c'est-à-dire que le CIV était là. On a tunnelisé, on voit le patch un peu plus blanc. Et puis, j'ai fait exprès de vous montrer qu'il restait le petit culot pulmonaire. D'accord? Le petit culot pulmonaire est là. Bien sûr, l'artère pulmonaire a été sectionnée et fermée. Il y a un petit bout de septum conal. Et donc, le sang passe en chicane dans ce tunnel pour aller du VG vers l'aorte. Donc, bien sûr, un des risques, c'est d'avoir une sténose qui se développe ici. C'est un risque qui est peu élevé, mais qui existe. Et donc, il faut bien veiller, si cela est possible, à réséquer le plus possible de septum conal pour élargir la communication interventriculaire vers l'avant. Donc, effectivement, une des complications, et je l'ai mise tout de suite après, c'est le développement d'une membrane sous-aortique dans l'opération de rêve qui est liée à la technique chirurgicale elle-même et qui peut apparaître secondairement. Et vous la voyez aussi ici, donc le ventricule gauche, la tunnelisation, et on voit cet obstacle sur ce scanner, puis après l'aorte. Donc, on voit exactement la même chose ici. Donc, le ventricule gauche, donc l'oreillette gauche est là, et puis l'obstacle sous-aortique qui est ici. Les artères pulmonaires, elles ont été déplacées selon la manœuvre de Lecomte, c'est toujours pareil. Et bien sûr, on va vérifier qu'elles conduisent correctement. Avant de passer à ventricule droit à double issue, je ne savais pas que c'était cet ordre-là, j'ai dit l'inverse tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Brièvement, qu'est-ce que c'est que la transposition des gros vaisseaux anatomiquement corrigés? C'est une malformation qui est très, très rare. Je vous montre à quoi ça correspond sur des schémas. Le cœur normal à gauche avec les vaisseaux qui se croisent en concordance ventriculo-artérielle. La transposition des gros vaisseaux avec les vaisseaux parallèles qui ne sortent pas du bon ventricule. Et puis, la double discordance qui est ici, dont on ne parlera pas, qui fait oreillette droite, ventricule gauche, artère pulmonaire. Donc, physiologiquement, le sang va dans le bon sens. Et de l'autre côté, c'est oreillette gauche, ventricule droit, aorte. Mais ça ressemble à la physiologie c'est exactement la physiologie de l'opération de Senning. Et enfin, la transposition anatomiquement corrigée, en fait, on s'en fout, puisque c'est oreillette droite, ventricule droit, artère pulmonaire, oreillette gauche, ventricule gauche et aorte. Donc, il n'y a pas de discordance ventriculo-artérielle, mais les vaisseaux sont en position parallèle. Et donc, ils n'ont pas tourné l'un autour de l'autre. Et donc, voilà ce qu'on voit ici. Donc, les vaisseaux sont en position ici, plutôt côte-côte, de transposition des gros vaisseaux. Voilà, avec l'aorte qui sort du ventricule gauche, mais qui est en avant, et l'artère pulmonaire qui sort du ventricule droit et qui est plutôt en position postérieure. Et on voit sur cette vue ici d'IRM la course parallèle des deux vaisseaux, mais en concordance ventriculo-artérielle, et ici la position qui est comme une D-transpo. Alors vous me direz, mais comment on fait le diagnostic puisque la physiologie est normale et qu'en gros c'est juste un rapport géométrique des deux vaisseaux? C'est parce que dans une proportion élevée de cas, il y a une communication interventriculaire associée. Et quand on fait l'échographie, on se fait un petit peu piéger parce qu'on va voir cette course parallèle des gros vaisseaux, mais en concordance ventriculo-artérielle chez un patient qui n'a aucune cyanose. Donc, ce n'est pas facile à voir. Alors, moi, j'en ai vu 2 dans ma vie, mais les images ne sont pas très jolies. Donc, voilà, là, on voit bien la grande communication interventriculaire. Et croyez-moi sur parole, parce que ce n'est pas très beau. Ça, c'est le ventricule gauche, et ça, c'est l'aorte. Ça, c'est le ventricule droit, et ça, c'est la paix. Mais les deux vaisseaux sont parallèles, et ce, dans tous les plans où on les regarde. Donc, c'est ça la transposition anatomiquement corrigée. Donc, ici, avec
Voilà, on voit bien ici le ventricule gauche, l'aorte. Et là, on dirait que les vaisseaux se croisent, mais dès que vous changez de plan, et là, c'est une vue suprasternale, on voit que les deux vaisseaux sont parallèles. Donc, c'est une cardiopathie qui est un peu piégeante. Et d'ailleurs, cet enfant m'avait été adressé pour transposition des gros vaisseaux alors qu'il avait 1 an et demi et qu'il était tout rose. Et j'avoue que la première fois, j'étais un peu surpris de cette malformation. Mais voilà, si vous la connaissez, vous ne serez plus surpris, même si elle est exceptionnelle. Donc, voilà pour transposition des gros vaisseaux. Est-ce que vous avez des questions sur transpo avant que je fasse ventricule droit à double issue? S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Il faut juste que je trouve mon cours. Excusez-moi, je suis à vous tout de suite. « 16h06 », ça va. Alors, ventricule droit à double issue. Donc, on est toujours dans les malpositions vasculaires. Je ne parlerai pas du VGDI. Donc, il y a différentes visions des choses, mais celle que je vais vous montrer là, elle est assez classique. On va dire à gauche, c'est le cœur normal avec la continuité entre les valves fibreuses entre les valves auriculo-ventriculaires et l'aorte, et l'artère pulmonaire au-dessus d'un conus représentée par la zone rose avec les croix. Et puis ici à droite, la transposition des gros vaisseaux, il suffit d'inverser les couleurs pour montrer donc, la continuité fibreuse mitropulmonaire et l'aorte au-dessus d'un conus, mais même si je vous ai dit qu'il parfois il y avait 2 conus. Et les malpositions, c'est les 2 vaisseaux sont situés à distance des valves auriculo-ventriculaires et sortent de façon prédominante du ventricule droit. C'est ça le ventricule droit à double issue. Représenté ici par des dessins empruntés à Bertrand Stoss au site IBI. Bon, c'est beaucoup plus simple à comprendre comme ça. Le ventricule droit à double issue, les 2 vaisseaux sortent du ventricule droit et la seule sortie du ventricule gauche est la communication interventriculaire. Et après, la position des vaisseaux, ça va être un autre problème. Voilà ici donc un autre ventricule droit à double issue, avec ici préférentiellement le sang de la CIV qui va aller vers l'aorte, et ça va être ça tout le problème. Et en plus, un rétrécissement sous l'artère pulmonaire. Donc, on va voir ces différentes malformations, mais je vais essayer de simplifier les choses, même si c'est compliqué de le faire sans vous montrer tous les types d'images qu'on peut voir. Donc, la définition, il y en a plusieurs, et beaucoup de gens ont essayé d'en apporter. La règle, c'est qu'il faut qu'il y ait 2 conus, un conus sous-aortique et sous-pulmonaire, et que le septum conal soit au-dessus du ventricule droit avec au moins 50% du deuxième vaisseau qui soit au-dessus du ventricule droit. Donc, un vaisseau complètement et l'autre vaisseau au moins à 50% au-dessus du ventricule droit. Bon, en gros, le plus simple, c'est ce que je vous ai déjà dit, mais je le répète, c'est les 2 vaisseaux sortent à droite et la seule sortie du ventricule gauche est la CIV. Si on dit ça comme ça, c'est plus facile de comprendre les différentes méthodes de réparation et la façon d'observer ces patients. Donc voilà ici un ventricule droit à double issue où le diagnostic est facile. Le schéma de Yen-Ho, le ventricule gauche, la valve mitrale, la communication interventriculaire ici, et les 2 vaisseaux, peu importe leur nom, qui sont complètement au-dessus du ventricule droit. Donc là, ça c'est facile à comprendre, et c'est exactement la même chose que le dessin. Le ventricule droit à double issue, c'est une anomalie de la convergence et du wedging. La convergence, ça veut dire que
le canal atrioventriculaire et la voie d'éjection ne se sont pas complètement alignés, contrairement à un cœur normal, et qu'ensuite, en termes de wedging, celui-ci a été incomplet. Le wedging, c'est l'encastrement. Donc, dans la transposition des gros vaisseaux, la convergence se fait et le wedging se fait, mais ils sont en miroir. Dans le ventricule droit à double issue, la convergence est incomplète, ce qui fait que la totalité de la voie d'éjection reste au-dessus du ventricule droit. Et comme il y a deux conus, eh bien, il n'y a pas d'encastrement. Donc, ce n'est pas la même pathologie que la transposition des gros vaisseaux. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en termes de classification, c'est qu'il y a différents types de ventricules droits à double issue. Il y a les ventricules droits à double issue qu'on observe dans les cardiopathies qui se produisent très précocement au cours du développement embryonnaire. Et on sait que dans le cœur précoce, eh bien, il y a toujours un ventricule droit à double issue, comme vous avez pu le voir ici, dans un cœur précoce, les deux vaisseaux, même si après on a la septation des vaisseaux, vont se situer au-dessus du ventricule droit. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de formes d'hétérotaxie. Ça ne nous intéresse pas beaucoup, puisque la problématique, c'est celle des VU, les ventricules uniques. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les ventricules droits à double issue tardifs, qui sont liés à la combinaison de cette anomalie de convergence et de wedging qui va donner les deux vaisseaux qui sortent au-dessus du ventricule droit. Donc on va parler des ventricules droits à double issue embryologiquement tardifs, c'est-à-dire ceux qu'on appelle du groupe 1 de Van Prague, et les autres, j'en parlerai pas. Voilà un ventricule droit à double issue précoce. Donc là où c'est une forme très particulière de la malformation, puisque les deux valves auriculo-ventriculaires sont séparées, elles sont disproportionnées en taille, elles aboutissent dans un seul ventricule, et ensuite il y a une sorte de ventricule droit qui a l'air plutôt rudimentaire, d'où sortent les deux vaisseaux. Donc on a un aspect qui est très curieux, mais qui est embryologiquement connu, d'alignement de toutes les valves auriculo-ventriculaires et de la voie d'éjection. Donc c'est ce qu'on appellerait un VDDI primitif du groupe 3. Voilà. Voilà un autre VDDI primitif du groupe 3. Il y a une valve qui est atrétique, une valve qui est présente, un gros ventricule qui est plutôt de type gauche, le ventricule droit et les deux vaisseaux qui sortent loin là-bas. Donc ça, c'est une problématique de ventricule unique. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, je pense que vous avez compris cette différence. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est des ventricules droits un peu plus tardifs. Il y en a certains qui vont quand même être compliqués. Je vais rapidement les éliminer d'un revers de main. C'est ceux qui sont dans le contexte d'hétérotaxie. Donc, on pourrait les appeler groupe 3 ou certains groupes 2. Donc, avec, encore une fois, une physiologie qui est proche d'un seul ventricule ou avec un canal atrioventriculaire et les deux vaisseaux qui sortent, comme vous pouvez le voir ici sur ces coupes échographiques. Et donc, là aussi, on va avoir beaucoup de difficultés à prévoir la réparation de ce type de cardiopathie complexe. Voilà à nouveau un patient donc, du groupe 2 avec donc, ces anomalies, souvent petit ventricule gauche, voire atrésie mitrale, et puis les deux vaisseaux qui sortent excusez-moi, du ventricule droit avec ici une sténose sous-aortique. Donc, ceux-là, je les enlève très rapidement. C'est des cardiopathies complexes, souvent inaccessibles à une réparation biventriculaire. Donc, on va s'intéresser au ventricule droit à double issue du groupe 1, c'est-à-dire ceux qui sont tardifs, anomalie de convergence et de wedging. Le ventricule gauche, il n'y a qu'une seule sortie, c'est la CIV. Les deux vaisseaux sortent du VD. Si on regarde les images de gauche, pardon, vous voyez ici l'oreillette gauche en haut et le ventricule gauche, la communication interventriculaire. Il y a un vaisseau qui est de l'autre côté, croyez-moi, l'autre vaisseau est par là. Donc la seule sortie du ventricule gauche, c'est la CIV. Et on voit sur l'oblique antérieure droite ici que les deux vaisseaux sortent bien du ventricule droit, le VG est par là. Donc ça, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Il faut que je trouve comment avancer. Voilà. Donc, on a vu les groupes 1, 2, 3, on les oublie parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Maintenant, ce qu'il va falloir savoir, c'est comment cette cardiopathie fonctionne, parce que quand on aura compris comment elle fonctionne physiologiquement, on saura comment la réparer. Donc, la question qui est importante, c'est où va le sang qui est dans le ventricule gauche? Est-ce qu'il va dans l'aorte ou dans l'artère pulmonaire? S'il va dans l'aorte,
on va dire que la CIV est sous-aortique. S'il va dans l'artère pulmonaire, on va dire qu'elle est sous-pulmonaire. Si il va dans les deux vaisseaux indifféremment, on va dire qu'elle est d'oblicomitide. Et si le sang qui passe dans la CIV n'est pas éjecté simplement vers un des deux vaisseaux, on va dire qu'elle est non-committed. La classification de Delacruz en 1992, qui parle de la relation entre les deux vaisseaux, n'a aucun intérêt. Donc la position respective des deux vaisseaux ne nous importe peu. Voilà pourquoi, ici, différents types de ventricule droit à double issue. Vous voyez que la position respective de l'aorte et de l'artère pulmonaire, sur ces coupes anatomiques empruntées à Lucie Louyel, excusez-moi, je vais boire un coup, n'a aucune espèce d'importance, parce que la seule chose qui va compter, c'est ce qui se passe à l'intérieur du cœur et la physiologie de la malformation. Donc voilà ici, par exemple, un ventricule droit à double issue. Vous voyez que la pulmonaire, elle est plutôt du côté gauche de l'aorte, d'accord, et en arrière, et que ici les deux vaisseaux sont parallèles et l'artère pulmonaire est plutôt du côté droit sur l'image, pas pour le patient. Et en fait, on s'en fout complètement, ça prédit absolument rien de ce qui se passe à l'intérieur du cœur. Donc, revenons à un schéma. Où est la communication interventriculaire dans cette malformation? Donc là, j'ai mis le ventricule gauche, la mitrale. Ici, il y a un trou. Ici, il y a le ventricule droit, la tricuspide, les deux vaisseaux et les deux conus. Donc la question, c'est est-ce que c'est ça la CIV? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est ça? Et donc, en fonction de ce qu'on va dire, on va avoir des CIV qui vont être sous-aortiques, sous-pulmonaires, doubly committed ou non-committed. Donc là, par exemple, le ventricule gauche, le ventricule droit, les deux vaisseaux, ça c'est l'aorte et ça c'est la paix. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler la communication interventriculaire. Mais si on imagine que c'est ça, à ce moment-là, si on fait un tunnel de là jusque là, on va avoir le ventricule gauche qui va s'évacuer dans ce vaisseau. Si ce vaisseau, c'est l'artère pulmonaire, c'est une CIV sous-pulmonaire. Et on comprend bien à ce moment-là que la réparation, ça va être de certes tunneliser par là, mais ça va poser un problème puisqu'on fait VGAP. La solution, vous allez me la dire tout à l'heure. Aller faire ça, ça va être compliqué parce que faire cette tunnelisation jusqu'au vaisseau qui est ici, certes, ça va amener le sang du ventricule gauche vers l'aorte, mais on va être gêné par le septum coronal et en plus les deux vaisseaux vont sortir du ventricule gauche, donc on va faire un ventricule gauche à double issue. Donc il va falloir imaginer d'autres stratégies. Voilà ce que je viens de vous montrer de façon dynamique sur un schéma. Ici, on a la communication interventriculaire sous-aortique, le schéma n'est pas très joli, la sous-pulmonaire, là doubly committed, et puis là non-committed du ventricule droit à double issue. Si on le fait sur ce schéma-là, qui est exactement le même que les précédents, dont celui que j'ai sauté, on va comprendre plus facilement. Ici, on regarde depuis le ventricule droit. Le trou, c'est la communication interventriculaire. Si le trou fait que le sang va préférentiellement dans l'aorte, mettre un capot avec une forme de tunnel entre ce trou et l'aorte va laisser le sang bleu passer autour d'ici pour aller de l'oreillette droite à l'artère pulmonaire en passant par le ventricule droit. Donc là, on va tunneliser VG aorte et laisser le sang bleu passer vers l'artère pulmonaire sans déplacer celle-ci. On appelle ça la technique de l'IVR, l'intraventriculaire repair, qui est un morceau de l'opération de Rastelli dont on a parlé dans la transpose CIV sténose pulmonaire. Si la communication interventriculaire est située sous l'artère pulmonaire, ici, et qu'on construit un tunnel qui va de la CIV vers l'artère pulmonaire, on va faire VG-AP et le sang va aller librement VD aorte. Il suffit d'inverser les vaisseaux pour que ça marche. À ce moment-là, on va faire une tunnelisation VGAP et un switch artériel qui va, à ce moment-là, rétablir la concordance ventriculo-artérielle et la physiologie normale. Si c'est double committed, on peut hésiter entre les deux, mais en gros, on s'en fout un peu, c'est pareil. Et si la communication interventriculaire n'est pas en face des vaisseaux, on ne va pas pouvoir construire de tunnel ni vers l'aorte parce que ça va boucher la tricuspide,
ni vers l'AP, parce que ça ne va pas laisser le sang non plus passer correctement après. Donc, cette communication interventriculaire non committed, eh bien, ça va aboutir à l'impossibilité de réparer à deux ventricules. Et certains patients ayant pour autant un ventricule droit à double issue du groupe 1 vont être traités comme des cardiopathies univentriculaires. Donc, les questions pour réparer le ventricule droit à double issue, c'est est-ce que la réparation biventriculaire est possible? Oui. Est-ce qu'on peut faire une réparation anatomique? Oui ou non? Et si on ne peut pas faire une réparation anatomique, quelle réparation extra-anatomique est indiquée? Bon, je vais passer sur les détails parce qu'on l'a déjà vu dans la transposition des gros vaisseaux, mais si la réparation biventriculaire est possible, eh bien à ce moment-là, on va la faire, on va dire comment. Et si elle n'est pas possible ou si elle est trop dangereuse, on va aller vers le fond-temps. En gros, j'ai laissé cette diapo pour dire que dans les ventricules droits à double issue du groupe 1, pour des raisons ventriculaires, de police de la CIV ou d'anomalies des valves auriculo-ventriculaires, 20% d'entre eux va être traités comme des ventricules uniques, qu'on verra juste après. Par exemple, ici, ce patient, l'oreillette gauche est là, la valve mitrale est là, le ventricule gauche est là, l'oreillette droite, la valve tricuspide, la communication interventriculaire est là, les deux vaisseaux, ils sont là-bas. On ne peut pas aller de la CIV au vaisseau, parce qu'il y a la tricuspide au milieu, donc c'est impossible. Il y a deux ventricules, deux vaisseaux, deux oreillettes, deux valves, donc il y a tout ce qu'il faut pour faire un cœur normal, mais c'est impossible à réparer. Donc c'est bien un ventricule droit à double issue du groupe 1, mais avec une CIV qui n'est pas en rapport avec les vaisseaux et qui n'autorise pas la réparation. Donc le programme, c'est ventricule unique. Voici ici un patient qui a un ventricule droit à double issue. Donc on voit un vaisseau, on ne voit pas l'autre parce qu'il est plus loin. Il y a une communication interventriculaire, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un gros pilier de la valve tricuspide qui traverse la communication interventriculaire. Pour aller de la CIV au vaisseau qui est là, l'autre il est trop loin parce qu'on ne le voit pas, il va falloir détacher la tricuspide. Donc je n'ai pas marqué que c'était impossible, mais j'ai dit hazardos. Ça va être compliqué, puisqu'il va en plus falloir certainement réséquer un morceau de septum caudal. On peut renoncer à faire une réparation biventriculaire dans ce type de situation délicate. Maintenant, un autre exemple. Je vous avais montré tout à l'heure la fente de la voie d'éjection dans la transposition des gros vaisseaux. Là, c'est la même chose, sauf que c'est une forme plus évoluée qu'une fente, ou plus sévère, on va dire, puisqu'il y a un morceau de la valve mitrale, on voit bien au milieu ici, on voit bien aussi sur la coupe petit axe là, est inséré dans le mauvais ventricule. Donc ça veut dire que pour réparer la malformation, on pourrait aller sur la vue du milieu, suivez la flèche du ventricule gauche vers le vaisseau qui est là, en mettant un patch, mais au milieu, il y a une attache mitrale. Donc, il va falloir bouger la valve mitrale tout en réparant l'intérieur du cœur de cet enfant. Donc, on peut aussi renoncer et aller vers ventricule unique. Bon, en l'occurrence, cet enfant a été réparé, mais on en a discuté longuement avant de le faire. Donc, si la réparation anatomique est possible, ça veut dire qu'on va aller du ventricule gauche à l'aorte, du ventricule droit à l'artère pulmonaire. On ne bouge pas les valves artérielles et on ne met pas de conduit. Et ça, on appelle ça la réparation intraventriculaire ou IVR. Si, je vous ai montré tout à l'heure, s'il n'y a pas de sténose pulmonaire, on fait l'IVR seul. Et s'il y a une sténose pulmonaire, la physiologie se rapproche d'une tétralogie de Fallot et on va faire la tunnelisation plus l'élargissement de la voie pulmonaire. Ce qui est déterminant pour faire l'IVR, c'est est-ce qu'il y aura la place pour le sang de tourner autour du tunnel pour aller vers l'artère pulmonaire. Pour ça, il faut que la distance entre la valve tricuspide et la valve pulmonaire soit au moins égale au diamètre de l'aorte qui est ici. Et c'est ce qui est représenté sur ce schéma, c'est-à-dire qu'il faut que la distance entre la tricuspide et la valve pulmonaire soit au moins égale au diamètre de l'aorte. Si c'est plus petit que le diamètre de l'aorte, à ce moment-là, ça va coincer. Et a fortiori, si c'est minuscule, les deux vaisseaux vont sortir du ventricule gauche. La tunnelisation sera impossible. Donc, je vous montre ici comment on mesure la distance tricuspido-pulmonaire. Là, on voit les deux ventricules. Ce qu'il faut faire, c'est tunneliser du VG vers l'aorte. Et ici, donc on regarde et on va mesurer la distance tricuspido-pulmonaire. Elle est plus grande que l'aorte. Donc, on peut tunneliser. Le traitement, c'est IVR.
Voilà à nouveau la tricuspide, l'aorte, l'artère pulmonaire dans un VDDI et la distance est longue. Donc voilà le schéma de l'IVR, le trou est là, l'aorte est ici, le septum conal est ici. Et donc ce qu'on va faire, on va réséquer un morceau de septum conal et ensuite on va mettre un patch qui va de la CIV vers l'aorte et qui va laisser passer le sang autour du patch puisque la distance est longue. Voilà à quoi ça ressemble après. Le ventricule gauche, l'aorte, le ventricule droit, on ne voit pas la P, mais quand on est ici dans l'oblique antérieur droit, ou l'incidence de profil, on voit ici le tunnel et le sang peut bien faire le tour pour aller vers l'intrapulmonaire. On met ça en dynamique. Le patch ici, donc la CIV était là, le tunnel vers l'aorte, et puis de l'autre côté, le patch est là, et on voit qu'on fait bien le tour pour aller dans l'artère pulmonaire, parce que la distance tricuspido-pulmonaire était longue. Voilà ici un autre exemple avec une sténose pulmonaire. Donc, on voit la communication interventriculaire, l'aorte qui est ici, on va pouvoir tunneliser. Et ensuite, on va voir la sténose pulmonaire comme une tétralogie de Fallot avec la bascule antérieure du septum conal, avec la distance tricuspido-pulmonaire qui est longue. Et donc, on va pouvoir faire IVR plus patché en avant pour réparer comme un Fallot. Donc ça, on va s'en aller. Si la distance tricuspido-pulmonaire est trop courte, on ne peut pas faire d'IVR. Donc dans ce cas-là, il va falloir trouver une autre solution. Et le déterminant dans ce cas-là, c'est comment est la voie pulmonaire. Si on ne peut pas faire d'IVR et que la voie pulmonaire est strictement normale, on se retrouve dans la situation qui était celle de la communication interventriculaire sous-pulmonaire. Et donc, ça va être celle de tunneliser du ventricule gauche vers l'artère pulmonaire, qui va être la plus proche, et d'inverser les gros vaisseaux. Donc, on va faire une tunnelisation VGAP plus un switch artériel. Donc, voilà ici l'exemple. Ça ressemble beaucoup à une transposition des gros vaisseaux, hein, dans l'exemple que j'ai laissé là. Donc, le VG, l'aorte, là, c'est la P. On va tunneliser comme ça. Ça ressemble à une transpose CIV. Hein. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose, sauf que c'est l'autre incidence. Et donc, on va pouvoir tunneliser donc, du VG vers l'artère pulmonaire. L'aorte est ici. Et puis ensuite, donc, on va faire VG AP, comme ça. Et puis ensuite, on va faire un switch artériel pour que le ventricule droit donne naissance à l'AP et le ventricule gauche donne naissance à l'aorte. Donc, ça ressemble à la transpo. Voilà le schéma. Les deux vaisseaux sont comme ça. La distance tricuspido-pulmonaire est trop courte, donc on ne peut pas faire d'IVR, sinon on va boucher l'intrapulmonaire. Donc on résécte le septum conal, on va tunneliser du VG vers la P et on fait le switch. Si on ne peut pas faire, de switch parce que la voie pulmonaire n'est pas belle, il y a deux ou trois options. En gros, il y a deux options, deux qui se ressemblent et une autre pas. La première, c'est l'artère pulmonaire est très petite et très rétrécie. Et ben, dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation qui est proche de celle de la transposition des gros vaisseaux avec CIV sténose pulmonaire. Et l'opération, c'est le REF. Donc ça, c'est pour les sténoses sévères de l'artère pulmonaire. Et si l'artère pulmonaire n'est pas si moche que ça, on va pouvoir faire soit un Bex-Nikaido, soit une rotation conotroncale. Je vous montre rapidement à quoi ça correspond. Donc là, la distance tricuspido-pulmonaire est courte dans ce VDDI. Les images sont un peu pixelisées. Il y a un obstacle qui est important. On ne peut bien sûr pas faire de switch. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tunneliser du VG vers la aorte. D'accord ? Et ensuite, on va déplacer l'artère pulmonaire au-dessus du tunnel pour venir la mettre sur le ventricule droit. Et donc, ça va être la technique du rêve. Tunnelisation après résection du septum conal, comme dans une transposition sténose pulmonaire. Je coupe l'artère pulmonaire et je décroise l'artère pulmonaire pour venir la réimplanter sur une ventriculotomie que j'ai créée. Là aussi, je vais sauter l'opération. Si l'artère pulmonaire est peu rétrécie ou modérément rétrécie, on peut utiliser deux autres techniques, je ne vais pas rentrer dans ces détails, que sont le Bex-Nikaido ou la rotation conotroncale, pour conserver la valve pulmonaire native du patient et ne pas mettre de conduit. Voilà le Bex-Nikaido. Ça permet de fermer des CIV qui sont éventuellement non-committed. On va prélever le culot, on va prélever les deux vaisseaux et puis prélever le culot aortique
et prélever uniquement l'artère pulmonaire qu'on va ensuite remettre avec un patch, et comme dans un rêve. Et dans la rotation conotroncale, je passe aussi, on va prélever les deux culots et faire tourner et les inverser. Pour ces deux types de réparation, donc là voilà la rotation conotroncale, pour ces deux types de réparation, eh bien, il faut que les artères coronaires ne fassent pas de boucle autour des vaisseaux. Le résumé de ce que je viens de dire sur le ventricule droit à double issue, je suis allé vite, je ne peux pas vous expliquer avec les mains, donc c'est un petit peu plus compliqué. Le raisonnement, il est simple, il est résumé sur cet algorithme. On va vers l'opération de Fontan. Si la réparation biventriculaire est possible, on mesure la distance tricus-pulmonaire. Elle est longue, on peut faire l'IVR. Si elle est courte, il faut faire une réparation extra-anatomique. La valve pulmonaire est normale, on fait tunnelisation VGAP plus switch. La valve pulmonaire est très moche, on fait rêve ou Bex Nikaido. Elle est plus ou moins conservée, on peut faire une rotation conotroncale. Voilà, c'est une malformation qui est difficile et j'ai essayé de vous le résumer en quelques minutes. C'est pas évident, mais les cours sont disponibles normalement sur le site. Donc, il n'y a pas de souci pour ça et je peux répondre à vos questions. Maintenant, si vous le souhaitez, est-ce que vous avez des questions ? Je n'ai pas l'impression d'être en ligne. Si, normalement. D'accord. Donc, il y avait deux questions. J'ai une question, c'était l'avant-dernière. Je n'ai pas compris pourquoi la prostine aggrave initialement la transpo. Ben, si on met de la prostine, le sang il va aller de l'aorte vers l'artère pulmonaire parce que les résistances vasculaires pulmonaires sont basses. Mais les circulations, ça se vide. Dans une transpo, c'est en parallèle. Donc, le sang ne se vide pas dans l'autre circulation. Donc, tout le sang qui va dans les poumons va arriver dans l'oreillette gauche. Il faut qu'il aille au travers de la mitrale, mais au travers de la mitrale, c'est bien, mais s'il y a trop de sang, il faut que ça traverse le foramen ovale. Si le foramen ovale est petit, ben, ça ne va pas y arriver, et à ce moment-là, ça va donner un œdème aigu du poumon. Donc, il faut être très méfiant quand on met la prostine et qu'on n'a pas de diagnostic anatomique de la fonction du foramen ovale dans la transpo. Est-ce que vous avez des questions sur ventricule droit à double issue? Si vous n'en avez pas, on va enchaîner avec VU. D'accord, comme ça, moi, j'arrête le premier enregistrement et on lance le dernier enregistrement pour vous.